Tout le monde a une pagaie? Parfait. Monsieur derrière, madame devant ou madame derrière, pour celle qui est la plus à l'aise, sachant que si ça va pas, c'est de la faute de celui qui est derrière. Hein? La direction. Alors tu veux aller où? Devant. Voilà. Elle va aller devant, c'est parfait. Ouais ou non, tu peux t'asseoir. Josiane et Philippe explorent Oléron pour la première fois. Tu vas t'asseoir sur le siège. Ouais, sur l'eau, quoi. Voilà, et tranquillement, on démarre. Oh, dis donc. Ils vont découvrir un lieu unique en France. Un lieu situé à la pointe nord de l'île et accessible uniquement à marée basse. Donc là, on sent que ça peine un peu plus, hein. On est en train de progresser face au courant. Et seul Stéphane, leur guide, peut les y accompagner, parce qu'il en est l'un des propriétaires. À une demi-heure de kayak, voici l'écluse à poissons. Un mur en pierre long de 600 mètres, en forme de fer à cheval, capable de résister à l'assaut des vagues. Bien vu. Très bien. En fait, c'est une zone réglementée. On est simplement 5 à avoir le droit de pêche dans cette écluse. Une technique du Moyen-Âge. De simples pierres calcaires, entassées les unes sur les autres, aucun ciment. Un vrai piège naturel. Les poissons y entrent à marée haute et se retrouvent piégés lorsque la mer se retire. Barres, dorades, mulets, l'éclusier n'a plus qu'à se baisser pour les ramasser. Donc là, vous voyez que les grilles, l'espacement des grilles ne permet pas aux poissons de sortir. Et nous, alors c'est un petit peu barbare et en même temps, finalement, si j'étais un poisson, je pense que je préférerais mourir comme ça. Au lieu de le prendre à l'épuisette, au lieu de le prendre à la ligne, on va le prendre avec un outil qu'on appelle une espiote et on va lui taper sur la tête. L'espiote, c'est un manche en bois avec une lame recourbée, un peu comme un sabre. Et on va taper le poisson au niveau de la tête. Du coup, ça va arrêter direct les fonctions vitales. Le poisson ne va pas souffrir. Toute la qualité et tout l'art est de taper le poisson sans le marquer. Alors ça, c'est à l'époque où on vendait le poisson. Il fallait être capable de taper le poisson, mais sans le couper en deux. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de pêche de Stéphane. Mais il va faire une petite entorse au règlement pour régaler son groupe. Bon, donc là, on est sur de l'huître naturelle, c'est-à-dire que elle n'a que 2 chromosomes et du coup, elle fait du lait. Alors, qui c'est qui avait envie d'en goûter une? Elle est charnue et commence à être laiteuse. Ouais. Faut la manger doucement. Et bien la mâcher. Et tu vas voir un peu la longueur en bouche. C'est comment? Iodé, c'est des huîtres de pleine mer, donc elles sont plus salées que les huîtres affinées Dans l'éclair. dans l'éclair, voilà. Et elles sont très très bonnes. Alors on est reparti. Go home. Direction la vieille digue. Il y a eu jusqu'à 237 écluses au milieu du 19e siècle. Aujourd'hui, il n'en reste plus que 17. On l'appelle aussi la Lumineuse. Oléron est la 2e plus grande île de France métropolitaine après la Corse. 175 km² de dunes sauvages, de forêts de pins et de marais. Une nature préservée, prise d'assaut chaque été. La population est multipliée par 10, passant de 20 000 à 230 000 habitants. Tous viennent découvrir les incontournables de l'île. Le phare de Chassiron, 3e plus vieux de France. Les plages de sable fin et leurs cabanes colorées. Ou encore Fort Boyard. 130 km de pistes cyclables bordées de roses trémières. Mais ce qui fait la réputation d'Oléron, ce n'est pas seulement ses paysages et son patrimoine. Ce sont aussi tous ses trésors culinaires. Si l'île vit principalement du tourisme, les Oléronais ont aussi su exploiter les richesses de la mer. Oléron est aujourd'hui le premier bassin d'Europe pour l'élevage des coquillages. Jean-Jacques Joubert et sa femme Valérie
font partie des 30 producteurs de moules de l'île. 25 ans qu'ils travaillent au gré des marées. Cette fin juin est une période cruciale. Les bébés moules implantés au printemps ont-ils suffisamment grandi? On dirait qu'il n'y a pas grand-chose hein, sur les cordes. Ouais, c'est ce qui me fait peur. Ah? Ouais. Pas trop près. Des cordes colonisées par les algues vertes, immergées en pleine mer. Les bébés moules s'y accrochent et s'y développent. Tranquille. Il n'y a pas beaucoup de moules. Les cordes ne sont pas garnies. D'habitude, ça fait comme des chapelets de Ça perles, fait c'est tout. comme un collier de perles haïtiennes. Bah, ça va pas être ça cette année. Inquiète pour sa production, Valérie décide d'en couper quelques-unes pour vérifier sous les algues. C'est vrai que là, ça paraît pas beaucoup. Ça, quoi. c'est des moules, ça. Mais là, du coup, est-ce que vous êtes déçu sur le nombre de moules qui sont... La moule, elle ne naît pas noire. D'abord, elle est toute petite, elle est toute blanche, toute transparente. Et à des fois, on ne la voit pas. Et puis, dans un mois, on va se dire, oh, en fin de compte, il y en avait beaucoup plus. Donc, il faut encore être patient et puis et croiser les doigts. Il se donne encore un mois avant de venir relever toutes les cordes. Mais celles déjà coupées ne sont pas perdues. Jean-Jacques et Valérie les déplacent sur leur deuxième site, à 1000 marins de là. Voilà comment les moules seront dans un mois. Celles-là sont déjà beaucoup plus vieilles, donc on les voit mieux là. Valérie accroche les cordes sur les bouchots, des pieux en chêne de 3 à 5 mètres de long, enfoncés dans le sable. Donc là, on enroule la corde. Là, ici, il y a tous les petits bébés moules qui sont là. Elles vont grandir. Elles vont venir s'accrocher sur l'écorce, comme celle-ci. Et elles vont complètement coloniser le pieu. Et on pourra les pêcher dans à peu près 1 an et demi. Jean-Jacques est le dernier producteur de l'île à récolter ses moules à la main, avec une épuisette en fer. Moi, je fais pour mes clients, donc je prends les moules les plus grosses pour la dégustation et mes clients à la vente au détail. Voilà. Bah là, elle est toute gonflée et tout, bien jaune, des superbes moules de bouchot. Oléron produit 1200 tonnes de moules par an, mais ce qui fait vivre plus de 3500 personnes sur l'île Reste là, toi. et rapporte 95 millions d'euros chaque année, c'est la production d'huîtres. Valérie est fille d'ostréiculteur. Elle a repris l'exploitation familiale il y a 25 ans. Alors là, on retourne les poches. Ce sont des huîtres qui ne sont pas encore prêtes à être vendues. Et il faut les retourner de façon à ce que celles qui sont coincées dessous puissent se retrouver dessus et que ça fasse un peu plus d'espace et qu'elles puissent vraiment grandir. Et on va faire ça à peu près au moins 3 fois, voire 4 fois cet été. On va retourner les poches. Parfois, les huîtres s'installent en dehors des poches pour former de drôles d'amas. Donc notre travail, ça va être de les casser une par une. On les calibre par taille. On met dans des poches séparées, dans des parcs différents. Et après, quand elles sont arrivées vraiment au stade où on a besoin de les commercialiser selon leur taille, on vient les chercher, on les ramène à l'établissement. Il faut entre 3 et 4 ans pour produire une huître. Celles-ci seront prêtes à Noël. Du coup, tu prends la table de 5 et 6 ? Leur cabane de dégustation est en plein cœur du Marais. Alors, le sopa lourde, c'est ici. Ici, on ne sert que des crustacés. Et la spécialité locale, préparée par l'aînée de la famille, Laura, 26 ans. Les glades de moule, cuites au barbecue et aux aiguilles de pin. On les dispose de cette façon pour que la charnière soit en l'air, pour quand les aiguilles de pin sont au-dessus des moules, ça brûle la charnière et qu'on puisse après ouvrir la moule.
Et au moins, les cendres ne tombent pas à l'intérieur de la moule quand elle s'ouvre, vu qu'elle s'ouvre vers le bas. Laura travaille à la cabane depuis qu'elle est ado. Elle est à temps plein depuis 5 ans et reprendra bientôt l'entreprise familiale. La technique, alors on va mettre les aiguilles de pain par-dessus les moules. Elle a bien essayé de quitter le giron familial après ses études d'aquaculture, mais son île lui manquait trop. J'ai fait un stage à Toulouse, ça n'a pas du tout plu la ville. Je l'ai très très mal vécu. Je rentrais quasiment tous les week-ends sur Oléron, même s'il y avait 4 heures de route aller, 4 heures de route retour. Mais ouais, c'était très difficile et du coup, je suis restée ici, je bouge plus maintenant. Ah ouais, là c'est le début. Voilà, je viens juste de mettre le feu là. Donc la chaleur va... Le feu va brûler les moules et puis après on pourrait les ouvrir. D'accord, on puise. Jean-Sébastien vient de Camargue, Luc et sa femme du Canada. Donc là, par exemple, celle-ci, elle va être assez cuite. Oui. Alors que celles-là, là, par exemple, elles ne sont pas encore assez cuites. Il va falloir en remettre un petit peu. Celles qui sont là-bas aussi, elles ne sont pas du tout assez cuites. D'accord. Alors que celles-là, oui. Mais au moins, il y en a pour tous les goûts. Alors, nous avions une question pour vous. C'est une éclade ou une églade? Alors, avec un C ou avec un G? Sur l'île, on dit églade. Oui. Et c'est vrai que sur le continent, on dit plus éclade. Ah bon. Voilà. Mais c'est la même chose. Oui, là on a... Ah d'accord. Je vais la mettre comme ça en travers. Ah non, Luc. Regardez, c'est beau. Voilà. Donc ça, c'est pour 3 et ça, c'est pour 2. Donc ça, partagé. Ça je le garde tout seul. Voilà. Après, Et mon verre à moi il est où? Fin de voyage. À l'églade. À la prochaine. Bonnes vacances. Alors, ça vous plaît? C'est excellent. Ce goût un peu brûlé, carbonisé, ça lui donne un côté fumé qui est différent de les cuire normalement à la vapeur au vin blanc. La saison démarrait bien, mais elle a été stoppée net il y a 2 semaines. La cabane de dégustation de Laura et ses parents a été incendiée durant la nuit. L'établissement est entièrement détruit. Les propriétaires soupçonnent un incendie volontaire. Il y a 3 ans, ils avaient déjà été victimes d'un tel acte de malveillance. Malgré le choc, ils n'abandonneront pas et reconstruiront leur cabane. De nombreuses familles oléronaises travaillent ensemble les produits du terroir, parfois depuis plus d'1 siècle. Olivier Dupuis est marailleur. Il possède 4 poissonneries. Ses journées commencent souvent à 4h30. Ça, si elle vous avez pêché un peu ou pas du coup? Ouais, moyen, ouais. Ouais, parce que j'ai vu, il n'y avait pas trop d'apport. Hein. T'es sorti quand? Dimanche soir? Un petit mot aux marins, un coup d'œil sur les lots. Olivier aime arriver à la criée avec quelques infos. Salut messieurs. Salut. Ses concurrents sont déjà là, prêts à enchérir sur les lots du jour. Langoustine, requin peau bleue, et oui, ça se mange. Araignée de mer. Olivier, en contact permanent avec son équipe, doit être le plus rapide. Hein, et tu verras, il y a tes palourdes qui arrivent. Hein, voilà. Et les crevettes grises, on attendra qu'ils arrivent pour les cuire. Hein. Aujourd'hui, on ne crie plus à la criée. Tout se passe sur cet écran. T'as vu là? T'es cher cette affaire. Ils enchérissent d'une pression sur ce bouton vert. Ça vous arrive de renoncer? Ah ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Comme tout à l'heure sur un lot, oui, ça m'arrive. Et voilà. dans ces cas-là? Eh bien, dans ces cas-là, on voit autre chose. On propose autre chose à nos clients. C'est ce qu'on essaye de faire. Ce jour-là, Olivier a acheté pour 500 kilos de marchandises. Une petite journée. Bon, mais on arrête. Hein. Au bout des tapis roulants, son atelier. Ici, on écaille,
on évide et on découpe en filets. Mais surtout, qu'est-ce que t'as d'autre à me vendre? on travaille en famille. Des solettes? Delphine, la femme d'Olivier, La sauvage. Edwin, leur fils, Crevette sauvage. Il y en a pas? qui prépare les commandes des restaurateurs et répartit les caisses pour les marchés et les poissonneries. Et enfin Lucie, leur fille, qui prépare soupe de poisson et rillettes vendues à la boutique. Une entreprise familiale montée en 1937 par l'arrière-grand-mère d'Olivier, Louise Rabot. Elle est alors veuve de marin. Pour survivre, elle se lance dans l'achat de poissons à la criée et parcourt les villages avec une charrette. À 20 ans, son fils Fernand la rejoint et lui prête main forte. L'entreprise sera ainsi transmise de génération en génération jusqu'à Olivier et sa femme. Je vous laisse vous servir le poisson, et puis moi je vous passe les homards. Delphine, petite fille de marin, a créé la poissonnerie en libre service sur le port de la Cotinière. L'avantage du libre-service, c'est que les gens, ils osent prendre des choses qu'ils ne prendraient pas chez le poissonnier. Par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'ont jamais goûté de bulot ou de langoustine vivante, ou ils vont en prendre 3 ou 4, ils n'oseraient pas demander au poissonnier, mettez-moi 4 langoustines ou 3 bulots. Que là, ils vont essayer, ils vont tester, et si ça leur plaît, eh ben, ils viendront racheter après. Est-ce que je vous mets un peu de glace? Ici, les clients profitent aussi du spectacle. C'est pas une chair blanche. Non, le mail, Tu veux quand même? T'en as des petits là-bas. Oui, il y en a des petits, des portions, des mecs portions. J'en avais jamais eu de si gros. Jusqu'à 2000 curieux défilent ici chaque jour au plus fort de la saison. L'été, les pêcheries réalisent 33% de leur chiffre d'affaires annuel. Lorsqu'ils ont repris l'entreprise en 2003, Delphine et Olivier ont frôlé la faillite. Ils ont travaillé jusqu'à 100 heures par semaine pour redresser la barre, délaissant leurs enfants, alors en bas âge. Travailler en famille aujourd'hui, c'est un peu la récompense de tous leurs sacrifices, mais une source de pression pour Edwin et Lucie. Elle a acheté pour 465 francs. On a toujours peur de décevoir, tout le temps. C'est obligatoire. Mais on essaye de faire au mieux, on essaye de reproduire. On n'a pas les mêmes façons de penser avec mon père, avec ma mère. Quand on fait des erreurs, ils nous le disent, hein. Ça, y a pas de souci. Mais des fois, on a besoin d'être encouragé, de dire c'est bien ce que t'as fait, c'est bien, machin et tout. Et c'est vrai que c'est assez rare. On entend plus de la part de maman que de papa. Oui, mais c'est parce que maman est mère poule. Ouais. mais maman, non, mais c'est vrai. Mais je suis fier de votre travail, mais je suis là aussi pour... on va dire, pour moi, j'estime que je suis là pour vous apprendre. Et je vous mets certainement, je suis certainement dur, ça c'est certain. À certains moments, je vous fais pas de cadeaux parce que je sais que ça vous servira. Ce que je vous apprends et la difficulté que je vous mets en face de temps en temps et ouais, vous servira, c'est certain. À l'origine, les habitants d'Oléron n'étaient pas un peuple de pêcheurs, mais d'agriculteurs. Bonjour. Arnaud Giron, restaurateur, Avec ce beau temps. se déplace chaque semaine sur l'exploitation de Christophe Pacul. Commencez à grimacer là. Ah, puis on a eu un peu froid aussi. Dans son établissement, il met un point d'honneur à proposer des produits locaux. Aujourd'hui, c'est dans un périmètre de 10-15 km à la ronde. On a notre sel, on a notre fromage de chèvre, on a une partie de nos légumes, on a la moitié de notre poisson, on a le bœuf. Donc c'était vraiment très très important de pouvoir rester du local. Combien il t'en faut? Une petite quinzaine. Tiens, tu me tiens. Allez, c'est parti. Allez. Arnaud achète ses légumes au compte-gouttes. Tout doit être ultra frais pour le service du jour. Bon, bah quelques haricots verts. Il t'en faut beaucoup? Ouais, 2 grosses poignées. On les mettra dans le taboulet de midi aussi. Et peu importe si les légumes ne sont pas parfaitement calibrés, ici, Christophe laisse faire la nature. On désherbe pas, on n'a pas d'engrais chimiques, on met pas d'insecticides. Donc c'est vrai que c'est pas les plus beaux du monde, c'est vrai. Mais par contre, gustativement, c'est les meilleurs du monde. Voilà, c'est ça.
Eh bien le bonjour, messieurs, dames. Arnaud dirige une brigade de 6 personnes. Nico, tu me déconditionnes tout ça, s'il te plaît? Oui. Et tomates bien lavées, et t'enlèves le pédoncule, tu me les coupes en quartier. Oui. On fera les tomates confites, s'il te plaît. Ça marche? Oui, chef. Il a racheté au printemps ce restaurant dans lequel il était déjà chef depuis 12 ans. Une ancienne cabane ostréicole en bois, au milieu des canaux du Marais Sallant. Un air de bistrot marin et une carte très iodée. Thibaut? Oui. Tu cuiras des madeleines, s'il te plaît, à midi? Oui, chef. On a 2 poissonniers qui nous livrent. On a la chance d'avoir le cinquième port de pêche de France. Donc c'est vrai qu'on a des arrivages tous les jours. On a 2 criées par jour, une du matin, une du soir. Donc ça nous permet de profiter du poisson tout le temps, super frais, quoi. Flanc de langoustine et sabisque. Huîtres chaudes à la fondue de poireaux. Et le best-seller de la maison, l'aile de raie au capre. 2 couverts, s'il vous plaît, avec 2 carpaccio de légumes. Oui. À suivre, un merlu, une canette rosée, une canette à point et une minute. Et avec, Nelly a quitté son poste dans l'hôtellerie pour suivre son mari. Oui, madame. Elle a dû apprendre les bases du service en salle. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez fait votre choix? Oui. Et s'est formée aux côtés de l'ancien propriétaire. Aujourd'hui, une carafe d'eau, une minérale, messieurs, dames? Elle gère 160 couverts par jour. Eh bien, c'est très bien, merci. Merci. Au plus fort de la saison, la recette peut monter jusqu'à 8 000 € par jour. Je peux avoir la carotte blanche, s'il vous plaît? De quoi assurer 40% du chiffre d'affaires annuel sur les 2 mois d'été. Tout le succès d'Oléron réside dans la mise en valeur de ses richesses naturelles et d'un savoir-faire transmis au fil des siècles. Le plus ancien peut-être, la récolte du sel. Une activité qui a bien failli disparaître, mais que les Oléronnais ont réussi à sauver. Le but, c'est de capter beaucoup d'eau de mer et de la faire sécher pour pouvoir piéger le sel dans ces petits bassins-là qui sont les cristallisoires, les aires sonnantes, comme on dit ici. Amandine Glinch a quitté un travail de bureau il y a 15 ans pour vivre au grand air et récolter l'or blanc dans ces bassins au sol argileux. Il y a même là, c'est énorme, ça fait vraiment... c'est ce qu'on appelle la fleur, hein. C'est à fleur d'eau, ça sent bon la fleur en plus. La récolte se fait d'un geste qui n'a pas varié depuis 2000 ans. Et qu'Amandine espère transmettre à son tour pour que perdure l'une des grandes traditions de l'île d'Oléron. C'est l'une des mers les plus hostiles et les plus froides du globe. Quand le Silver Spray s'y risque, c'est toujours chargé jusqu'à la gueule de Casia Crabe. 35 mètres de long pour 10 de large, ce bateau est spécialement conçu pour la mer de Bering, à l'ouest de l'Alaska. Sur le pont, 6 bonhommes prêts à tout pour un paquet de dollars. Je vais d'abord enlever les chaînes des casiers du haut. Non, on commence par ceux qui sont en premier, là. Ouais, tu peux le faire. Ils sont perchés à 10 mètres au-dessus du pont, sans casque ni harnais. C'est le poste le plus dangereux ici. Tu peux te faire assommer par la grue et être balancé à la mer. On n'aime pas trop les gilets de sauvetage, mais des fois on est obligé de les mettre. Dégage de là! Ici, il faut toujours être concentré. La moindre erreur, c'est la mort. Chacun de ces casiers pèse plus de 300 kilos. Des pièges à crabes, balancés à 100 mètres de profondeur.
Quand on jette le casier à l'eau, il faut faire attention à ne pas se prendre un pied dans le cordage. Sinon, tu passes à la mer avec le casier. C'est déjà arrivé à d'autres marins. Il faut toujours vérifier où on met les pieds. Fais gaffe, fais gaffe. Fractures, déchirures musculaires ou plaies ouvertes, tous ces marins se sont déjà blessés au moins une fois. Mais ils reviennent, car en 2 semaines de mer, ils empochent chacun 20 000 €, le salaire de la peur. Ce qu'ils remontent des profondeurs vaut de l'or. C'est le plus cher et le plus grand crustacé au monde. On ne le trouve que dans des eaux dont la température est inférieure à 6 degrés. Le crabe royal se vend 60 € le kilo, 2 fois le prix du homard. Un géant qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres d'envergure et dépasser 15 kilos. Il est gros aussi celui-là. Même taille que l'autre. La pêche au crabe royal n'est autorisée qu'à partir de la mi-octobre. 200 navires américains se tirent la bourre pour attraper les plus gros spécimens. Et tout se joue en 15 jours. Le capitaine du Silver Spray passe la moitié de l'année en mer. Né en Alaska et père de 6 enfants, Bill Prout pêche toutes sortes de crabes. Mais c'est le crabe royal qui l'a rendu riche. Oh, je déteste me faire secouer comme ça. Mais j'aime bien ce job. C'est excitant. C'est un peu comme aller à la chasse. On pêche nos crabes et on fait du pognon. En 2 semaines, Bill peut empocher jusqu'à 200 000 €, 20% de son revenu annuel. Il a recruté des marins durs au mal. Des hommes qui tiennent debout dans une mer de 3 à 4 mètres, qui supportent l'humidité et le froid. 5 degrés aujourd'hui. Bill a aussi embarqué 2 de ses fils. Sterling, 22 ans, en est à sa 4e saison, du genre pile électrique. Si on ne met pas le casier à l'eau dans le bon timing, le capitaine va être vraiment énervé. Là-haut, ça le rend fou. Dès qu'il y a le bip, le casier doit partir. Sinon, il descend et il se met à gueuler. Et puis, il y a son frère aîné, Gabriel, 26 ans, du genre à se faire charrier. Tu crois que tu vas y arriver? Allez, hein, me laisse pas tomber. Étudiant, il veut devenir dentiste. Il prend la mer pour la toute première fois. Cantonné aux tâches les plus ingrates et les moins physiques, comme la préparation des appâts. Les morues éventrées sont placées dans chacun des 150 casiers. Ensuite, ils sont immergés 24 heures en attendant qu'ils se remplissent de crabes. Enfin, les marins les récupèrent à l'aide d'un grappin. En seulement 2 semaines, ils espèrent remonter 47 tonnes de crabes. C'est le quota que leur a attribué l'administration américaine cette année. On ne peut garder que les mâles et on doit rejeter les petits. Ils doivent faire au minimum 17 cm. Trop petit aussi. Celui-là, il est beau. Même les plus petits spécimens ont une carapace bien trop dure pour le bec des goélands qui suivent le sillage. Les plus gros s'entassent dans le vivier du bord. Une fois débarqués à terre, les crabes seront cuits et congelés dans une poissonnerie industrielle.
À bord, les journées sont longues, 15 heures par jour. Les casse-croûtes sont toujours pris sur le pouce, le crabe dégusté sans enlever les gants. Oh yeah. On ne mange que les pattes, le corps n'est pas comestible. C'est frais, très frais. Ce crabe, c'est le meilleur. Il est 21h, le vent a forci, 80 km à l'heure, et la mer se creuse. La température est passée en dessous de zéro. Il reste une cinquantaine de casiers à vider. Bonne nouvelle, les crabes sont de plus en plus gros. Oh, regarde celui-là, il est énorme. Mais il y en a un qui n'a pas tenu le choc. C'est Gabriel, l'étudiant dentiste. Il s'est réfugié en cuisine. C'est juste que moi, j'aime pas ça. Ça a l'air excitant comme ça, mais je préfère le travail administratif. Moi, je suis fait pour un joli petit bureau, calme, bien rangé. Voilà, ça, c'est pour moi. Ah, il aime pas ce travail? C'est ça qu'il vous dit? Oh, ça m'étonne pas. C'est un boulot pour les hommes, les vrais, comme moi. Ouais, mais moi j'ai un cerveau. Il est minuit passé, enfin l'heure du dîner. Le seul moment de la journée où le capitaine descend de la passerelle. Notre Père qui es aux cieux, merci pour votre bienveillance. Faites que nous attrapions beaucoup de crabes. Protégez-nous du danger et bénissez cette nourriture. Amen. Amen. Allez, prends-toi une grosse part de riz. Bill a interdit l'alcool. Ça éloigne de Dieu, dit-il. Et après Dieu, à bord, le père, c'est lui. Bon, vous allez au lit tout de suite après manger. Ouais, monsieur. Et on se lavera bien les oreilles. Ils sont comme des frères, mais de mères différentes. Est-ce que ça vaut le coup de risquer sa vie pour du crabe? Bah non. Quoi? Comment tu peux dire ça? C'est moi qui t'ai tout donné. J'ai eu plein de blessés, mais j'aime pas ça. Et des hommes à la mer aussi. Ouais, une fois, mais on l'a récupéré tout de suite. Et puis le problème, c'est qu'on vit dans un pays où il y a un tas d'avocats qui appellent les gens en leur disant « Vous avez été blessé? Super, vous allez gagner plein d'argent, on va faire un procès. » C'est votre assurance qui va payer. Sauf que moi, je paye l'assurance, et à chaque fois qu'il y a un blessé, ça augmente. Ah, c'est l'arnaque. Alors moi, ce que je fais, au lieu de déclarer à l'assurance, eh ben, je paye directement de ma poche. Sinon, la prime, eh ben, elle augmente, comme ça chaque année. La dernière fois, ça m'a coûté 100 000 $. Entre les frais d'hospitalisation et les compensations de salaire. C'est moi qui ai tout payé. Et de toute façon, c'est mieux de faire comme ça. T'inquiète, on va pas se blesser. Non, non, je veux pas te blesser. Même par mauvais temps, Bill dort toujours sur ses deux oreilles. Les matelots se relayent toutes les heures à la barre. Quand leur quart est fini, ils dorment deux par deux dans 7 mètres carrés. Alors ça, c'est la cabine que je partage avec Léo. Ça, c'est ma couchette. Ça, c'est la couchette de Léo. Bon, c'est un peu le bordel. Mais c'est chez nous.
Jeffrey, 48 ans, vit aux Philippines. Il vient pêcher en Alaska 6 mois par an. Ça, c'est de l'oxygène. C'est pour dormir. Sinon, ils vont tous se réveiller et me jeter leurs bottes à la figure. Parce que je ronfle vraiment très fort. Oui, personne ne peut dormir. Il fait vraiment trop de bruit. Grâce à la pêche, Jeffrey gagne 80 000 € par an. Il fait vivre aux Philippines sa femme et ses 3 enfants. Son voisin de chambrée, c'est Léo, un Fidjien qui habite Las Vegas. Un colosse de 2 mètres, un peu trop grand pour la couchette. Tous les soirs, je lis ma Bible avant de m'endormir. J'espère pour votre voisin que vous sentez pas trop des pieds quand même. C'est pour ça qu'il se fait beau le soir. Mais on s'habitue à tout. Moi, j'essaye de me laver tous les soirs. Mais ici, il y en a qui se lavent pas. Un petit peu de déodorant. C'est vraiment nécessaire? Ouais, c'est indispensable. Parce qu'on pue quand même. 5 heures de sommeil seulement, avant de remonter sur le pont. Allez, bonne nuit. À demain. Le lendemain, les profondeurs de l'océan sont beaucoup moins généreuses que la veille. La zone de pêche n'est pas bonne. Bill est de mauvais poil. Ils sont obligés de remouiller tous les casiers un peu plus loin. Mais dans la manœuvre, une bouée mal attachée va se perdre en mer. Sterling, viens ici. Depuis la passerelle, l'erreur n'a pas échappé au Pacha. Oui. À cause d'un simple nœud mal fait, on aurait pu perdre un casier tout neuf. Oui, je sais, mais c'était un accident. Je m'en fous que ce soit un accident. Je te dis qu'on a perdu que la bouée. Donc il y a un problème. Et quelqu'un n'a pas fait son boulot. Ouais, mais je te rappelle qu'on devrait être en train de manger. C'est l'heure de manger, là. Ils passent des coups de téléphone, ils discutent, ils fument des cigarettes. On vérifie pas les nœuds et on balance ça. On aurait pu perdre tout le casier à cause d'un nœud. Un casier à 1 000 $. On a perdu juste une bouée, une seule petite erreur. Il est fou. Qu'est-ce qui se passe ici? On peut pas gagner de l'argent si on perd des bouées, on peut pas perdre le matériel. Oui, qu'est-ce que t'as, toi? Dans 2 ans, Sterling doit succéder à son père aux commandes du Silver Spray. Il est impatient qu'il prenne sa retraite pour être enfin le seul maître à bord. Quand les cales sont pleines, cap sur les Aléoutiennes, un chapelet d'îles désertes et 52 volcans encore actifs. Des eaux poissonneuses où les baleines à bosse viennent se nourrir en nombre. Les hommes du Silver Spray devront patienter 48 heures dans cette baie du bout du monde avant d'obtenir une place au port. Ils débarqueront ici leurs crabes contre le paquet de billets verts dont ils rêvaient. 839 548 $. Bonjour, je m'appelle Charles, c'est moi qui vous emmène. Bonjour Charles. On va mettre le ballon debout. Une fois qu'il est debout, je vous invite à monter dans la nacelle.
Là-haut, vous n'aurez pas froid? Ça fait longtemps que vous faites ça? Non, depuis hier. Pour leurs 20 ans de mariage, Laurence et son époux Joss s'offrent un week-end dans la vallée de la Loire, avec survol de la région en ballon. Comme dans les avions, pas de distanciation, mais le masque. Ces Lyonnais partagent la nacelle avec un autre couple. Durée du vol 1 heure, 215 € par personne. C'est magnifique. Cheverny d'en haut, c'est encore mieux que Cheverny tout court. Cheverny, château du XVIIe siècle, rendu célèbre par Tintin. Hergé s'en est inspiré pour dessiner Moulinsart. Petit château qui est devant nous là-bas. Le château de la Cistière, juste en dessous. Une demeure privée, cachée dans la forêt de Chambord, qui ne se dévoile que vue du ciel. Au total, sur ces terres de Sologne, une centaine de châteaux et manoirs à 30 km à la ronde. Aux commandes, Charles Arétuse, originaire de Blois, pilote de Montgolfière depuis 15 ans. Il y a plein de pays dans le monde où c'est beau, dès qu'on est en l'air, c'est toujours beau. Mais pas forcément aussi varié que cette région. Ici, c'est la diversité. Il n'y a pas un vol où on voit pas des belles choses. Les joyaux de la Loire. Cheverny, mais aussi Chambord, Chenonceau, Blois ou Amboise, la plus grande concentration de châteaux en France. Plus de 1000 en tout dans le Val-de-Loire, petits ou gros, privés ou ouverts au public. La Loire est le plus long fleuve de France, avec ses 1000 km de rive, des monts de l'Ardèche jusqu'à l'embouchure près de Nantes. Le plus sauvage aussi. Aujourd'hui, les bords de Loire se réinventent grâce au boom du tourisme à vélo. Franchement, là, ça commence à être un peu dur. Grâce à des chefs étoilés qui réhabilitent les poissons du fleuve, carpes, mulets et autres barbeaux. J'adore parce que personne ne travaille ces poissons. Aujourd'hui, c'est des poissons qui ont été complètement délaissés, dénigrés. Grâce aussi à de jeunes châtelains qui n'hésitent pas à bousculer les traditions. 10 millions de visiteurs par an dans la région. Des adeptes du patrimoine, mais aussi d'une nature enchanteresse qui se découvre au fil de l'eau. Et des habitants passionnés qui font de la Loire une destination de plus en plus prisée. Dans la vallée des Rois, place à la Petite Reine. Une nouvelle forme de tourisme a explosé le long du fleuve. Ouais, je vais vous expliquer du coup la carte, le code, les itinéraires, etc. Okay. Vous allez où du coup aujourd'hui? À Chambord. Sans surprise, j'ai envie de vous dire. Mélanie travaille pour l'une des 22 agences de la région qui se sont spécialisées dans le cyclotourisme. En haute saison, elle met en selle une cinquantaine de vacanciers chaque matin. Juliette et Pascal Blasco et leurs 2 enfants arrivent d'Issy-les-Moulineaux. Elle est juriste, lui manager dans l'informatique. T'as toujours pas de casque? Toujours pas. Vous voulez un casque? Je pense que celui-là, ça va être un bon vélo pour toi. Tu veux l'essayer juste en jambe bleue pour voir? Mieux vaut être à l'aise. Céleste, 10 ans, va passer 8 jours sur ce vélo. Bah ça va, du coup. Comment tu sens? Très bien. Ok. Et parcourir plus de 300 km. Dis-moi, je pense qu'il est haut quand même, hein, pour toi. C'est la 3e fois que la famille passe des vacances à vélo. Ouais, c'est ok. On a commencé à l'île de Ré, puis on a fait un peu de... On a passé le cran supérieur l'année dernière au Connemara, avec des bonnes distances. Et là, cette année, on veut faire bien relax avec Château de Loire. On a fait quand nous, on était petits, puis là, on veut partager avec nos enfants. La famille a réservé un séjour clé en main, 4 000 €.
Location des vélos, hébergement, visite, tout est inclus. 3, 4, non, c'est parfait. C'est tous les sacs en fait, les sacs ou les... À ce prix-là, leurs 4 valises sont transférées chaque jour d'un hôtel à l'autre par l'agence de voyage. On se fait très plaisir. Ça coûte aussi cher que de partir à l'étranger 15 jours. Ouais. Nous, les doigts de pied en éventail au bord d'une piscine avec plein de gens, on n'aime pas. Ce qu'on aime, c'est être tranquille dans la verdure, au bord de la mer, au bord d'un lac. Ce qu'on aime, c'est être tranquille en fait en vacances. Et on paye la tranquillité. Et le confort. Allez, c'est parti! Le cyclotourisme a battu des records cet été en Val-de-Loire. Plus 34% de fréquentation par rapport à l'an dernier. Destination du jour pour cette famille, Cheverny, avec une halte à Chambord. En moyenne, ils vont pédaler 40 km par jour. Une seule chose n'est pas fournie par l'agence, le sens de l'orientation. Regarde, Cheverny, c'est là. Et là, il dit Cheverny, tournez à droite. Donc je pense qu'on est quelque part par là. On vient de la Blois. On est là. Le chemin, excuse-moi, c'est le plus direct pour la Chambord. Petite dispute familiale. Parce que là, on passe par des chemins. Filmez. Si on essaye là, de toute façon, au pire, on revient en arrière. Exactement. C'est pas très grave. Il y a 25 ans, seuls quelques Anglais ou Hollandais venaient pédaler où ils pouvaient, dans la région. Sur la campagne, là. Pour attirer plus de monde, une véloroute est aménagée en 1995. 900 km de pistes cyclables. Depuis, les bords de Loire attirent plus d'1 million de cyclotouristes chaque année. Un Chambord, 3 ou un autre? Non, pas encore. Tous les 30 km, la route éloigne les touristes du fleuve et les amène dans les terres. Vous avez faim? Oui! Une manne financière pour les villages. Les adeptes du deux roues dépensent 34 millions d'euros chaque année dans la région. Vous voulez boire quelque chose? Boire, manger. Oui, boire et manger, absolument. Donc voilà, le principe, c'est que des produits locaux et artisanaux. Donc on a petites terrines qui sont faites à Montlouis, lapin, volaille. Qu'est-ce qui te plairait? Sanglier, s'il vous plaît. Oh, et un petit fromage de vache. Ouais, et un petit fromage de... Et là, on est pas mal. Et là, ça va changer. Allez, hop. Chaque cyclotouriste dépense en moyenne 80 euros par jour. Après l'effort, le réconfort! 25% de plus qu'un automobiliste. Une aubaine pour Stéphane, 53 ans, ancien opticien à Blois. Et les petites glaces artisanales. Tac. C'est une bonne tête, ça. Alors, ça doit être les caramels de et le classique. Il y a 3 ans, il a eu l'idée de racheter un local municipal désaffecté sur la véloroute, à Saint-Dié-sur-Loire, 1000 habitants, pour en faire le bistrot vélo, le routier des cyclistes. On est juste sur la Loire à vélo et le tracé passe ici pour aller à Chambord. Donc on n'a que des vélos qui passent. On a 500 vélos par jour de mai à septembre. On n'a pas assez de parking à vélo d'ailleurs des fois, mais non, il y a une belle activité. Un check Covid, merci beaucoup. Allez, on check. Et bonne balade, merci. Suite de l'étape du jour, tranquillement, à travers la forêt. 5 km jusqu'au plus célèbre des châteaux de la Loire, Chambord et ses 5500 hectares de parcs et jardins, la surface de Paris. Le joyau de la Renaissance, bâti pour le roi François Ier, est au programme de CM1 des enfants. Regarde-moi là, dans les champs. Céleste! Allez, parti. Céleste le voit enfin pour de vrai. On sent les séquelles du confinement là. À force de prendre son temps, la famille arrive à Chambord à 17h, une demi-heure seulement avant la fermeture. Même si l'agence de voyage leur a fourni des billets coupe-fil, visite au pas de course. C'est le brasier? Il y a la salle du trône de l'autre côté. Ah, bah si on allait voir la salle du trône. Voilà. Il nous reste 19 minutes. J'aimerais bien une cuisine comme ça. Ouais, c'est une bonne surface pour cuisiner. Céleste tente d'immortaliser les lieux
tous azimuts. Je filme tout, je lirai plus tard. Elle regardera plus tard. Okay. C'est Visite Express. C'est un peu dommage, non? Oui, mais bon, la vie est longue, hein. On reviendra. Ils ne verront qu'une fraction des 60 pièces ouvertes à la visite, avant de terminer face au célèbre jardin à la française. Oh, tu prends une photo? Ça va se fixer sur la rétine, ça. C'est digne de ce nom, ce château. C'est magnifique. La journée est loin d'être finie. Si leur valise arrive presque miraculeusement à l'hôtel, livré par le patron de l'agence de cyclotourisme. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour. Je te dépose les bagages de monsieur et madame Blasco. Eux ont encore 17 km à parcourir. Merci du faute là. Franchement là, ça commence à être un peu dur. Ils sont où les enfants? Ils sont un peu loin devant là. Ils ont intérêt à nous tirer bientôt. Il est 21h passées lorsque la famille arrive à l'hôtel. Enfin. Ouais, on peut arriver. Pour cette nuit, elle a choisi un 4 étoiles. Alors, découvrons. Alors là, il y a une petite chambre, les gars. Il est bon. Mais là, c'est bon. Bon bah, demain. Le premier jour est toujours pénible sur la fin de la journée. Et après... Après une grosse nuit. Le dernier jour, on se dit que c'est simple et qu'on va recommencer. Et c'est parce que c'est de plus en plus simple qu'on se dit que... Voilà. Plus haute. Et comme on n'est pas des grands sportifs... Enfin, moi, je suis pas une grande sportive. Donc le premier jour, je morfle un peu. Aïe. Il leur reste 7 jours à pédaler et autant de châteaux à visiter. À cause du Covid, la plupart d'entre eux ont vu leur fréquentation chuter de 15 à 20% par rapport au mois de juillet de l'an dernier, comme le château de Blois. Cet autre joyau de la Renaissance a perdu 1 million d'euros pendant le confinement, un quart de ses revenus annuels. Alors pour surprendre et séduire à nouveau, il n'hésite pas à chambouler les convenances. On inspire, on étire, on va chercher tout en haut, on tire les bras, le dos, les fessiers, les jambes. Séance de sophrologie sous le regard perplexe des habitants du château. Bien inspiré par le nez. Elle est facturée 15 €, visite incluse. Et souffler par la bouche. Sereinement, chacune à son rythme. Depuis qu'il a rouvert il y a 3 mois, le château ne peut plus compter sur ses 30% de touristes étrangers. Du coup, il cherche à fidéliser une clientèle locale. On va tourner la tête doucement. Il y a même un cours de Qigong dans les jardins. Allez, on va essayer de se connecter aux énergies qui nous entourent. Et on va prendre une douche énergétique. Une gymnastique chinoise qu'Evelyne Vasseur enseigne habituellement dans les effluves de sueur des salles de gym de Blois. À un moment donné, je regardais le drapeau là, avec les lys et je me disais « Ah, tous ces rois, toutes ces reines qui sont passés là, est-ce qu'ils se sont dit qu'un jour, il y aurait des fous qui feraient du Qigong dans le jardin ?» On va pousser tous les petits nuages qui sont au-dessus. On pousse tous ces petits nuages indésirables. Mathilde, 39 ans, habite juste en face, sur la place du château. Elle connaît le monument par cœur, mais s'est laissée tenter par cette nouvelle expérience. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup on décuple en même temps de notre observation et du coup en fait j'ai remarqué plein de trucs sur cette façade que je n'avais jamais vu alors que je passe mon temps dans le château, enfin je viens tout le temps dans le château, vraiment. Je trouvais que c'était une belle manière de se réapproprier le patrimoine. Il n'y a pas que les mastodontes touristiques qui doivent se réinventer. Dans leur ombre, une multitude de petits châteaux privés cherchent eux aussi à dépoussiérer les bords de Loire et à se renflouer. Dans la cour de son château, Lancelot Guyot fait les derniers réglages son. Il organise ce week-end une soirée électro. Là, tu m'entends, là on discute, ouais, carrément. Ouais, c'est pas mal. Je leur ai demandé qu'il n'y ait pas trop de pression acoustique à cause des voisins. C'est la 4e année qu'il monte ce festival de musique.
il rassemble jusqu'à 11 000 personnes les week-ends de l'été. Mais à cause du protocole sanitaire, Lancelot a dû réduire la voilure cette année. Donc si on peut tout larguer en fait, genre le long de la haie là-bas. Genre là-bas, là-bas? Ouais, là-bas. Mais tu recules. Ouais. Cela n'arrange pas les affaires de ce jeune châtelain de 29 ans qui a besoin de 550 000 € chaque année pour entretenir son bien. La Ferté-Saint-Aubin, dans le Loiret. Une demeure âgée de 400 ans, classée monument historique. Avec sa terrasse post-Renaissance entourée de douves. Son écurie du XVIIe et son parc bucolique. C'est pas contradictoire de faire venir de la musique ultra moderne? Non, pourquoi? Bah, c'est un vieux, beau château et ça peut... Et alors, la vie continue et le château doit vivre avec son temps. Et surtout, en fait, moi je reste convaincu que c'est la meilleure façon de passer ces monuments aux générations futures, c'est de trouver des nouveaux modèles économiques, des nouveaux événements. La pression est forte. Lorsqu'il avait 26 ans, Lancelot s'est endetté de 2 millions d'euros pour racheter cette demeure et son parc de 40 hectares et tenter d'en vivre. Les châteaux, il est tombé dedans quand il était petit. Son père, Jacques, éleveur de chevaux, sans titre de noblesse, est passionné de vieilles pierres. Il rachète des châteaux en ruine pour les retaper et les ouvrir au public. Saint-Fargeau dans l'Yonne en 79, puis la Ferté-Saint-Aubin en 87. Il y installe sa famille. À la Ferté, le petit Lancelot est à bonne école. Après des études de commerce, un premier job dans le consulting, finalement il suit la voie de papa-maman. Aujourd'hui, Lancelot possède aussi Saint-Brisson, en Sologne, et gère le château de Beauménil, dans l'Eure. Il y a 2 ans, il rachète à ses parents la Ferté-Saint-Aubin. C'était le jour de la signature. Je pense que mes parents étaient plus émus que moi. Moi, j'ai pas réalisé tout de suite. Pour moi, c'est très important de pas avoir cette étiquette aussi fils à papa, que j'aurais pas supporté, je pense. Malgré tout, moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui me la collent, mais en tout cas moi, du coup, ça me permet d'être droit dans mes baskets et de dire voilà, bon bah, je suis endetté de 2 millions d'euros. Je sais que j'en ai pour 20 ans, 30 ans, 20 ans. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bienvenue à La Ferté, pour ceux que j'ai pas vu tout à l'heure. La Ferté accueille 60 000 touristes par an. Mais avec la crise sanitaire, Lancelot a perdu 50% de clients et 250 000 €, un tiers de son chiffre d'affaires annuel. Il faut savoir que Ferté, en vieux français, ça veut dire place forte. C'est pour ça qu'on retrouve pas mal de Ferté quelque chose. À chaque fois, c'était des villages qui se constituaient en fait autour d'une ancienne place forte. Pour tenter de sauver sa saison et se démarquer de ses prestigieux concurrents, il redouble d'imagination. Visite privée, escape game. Et même un Cluedo, grandeur nature. Traversons le salon. Monsieur Landois a été poignardé de 17 coups de couteau. Ah oui? Oui, comme vous dites, monsieur, c'est... Voilà, nous n'avons pas retrouvé l'arme du crime. 4 comédiens aident les visiteurs à résoudre une énigme. Tout va bien, jeune enquêtrice, à l'émotion. Non, oui, s'il vous plaît. Oui, tout à fait, 8. Allez-y. 4 au cœur. 3. Vous êtes mort, monsieur, déjà. Oui, parce qu'il faut être précis, hein. Au total, la billetterie rapporte 500 000 € chaque année. Bonjour. Insuffisant pour faire face aux gros travaux. On réchafaude pour réchafauder. Pourquoi? C'est encore trop? Tiens, Romain. À la hauteur, ça va pas du tout. Mais... Allez, je lui avais demandé de baisser les pieds au maximum. Au lieu de partir en vacances, Lancelot s'est lancé dans la restauration de la toiture de l'orangerie qu'il loue l'été pour des mariages. Ouais. Donc, par rapport à la bascule. Ouais, moi, celle-là, si on peut la garder, ça me va. Ouais. Et en fait, j'aurais peut-être changé juste les deux. Les deux côte à côte, ouais. D'accord. En fait, on avait des points étapes, notamment pour libérer, notamment de l'autre côté, pour libérer l'échafaudage côté cour d'honneur, pour qu'à la saison touristique, les gens viennent visiter le château et qu'ils n'aient pas un échafaudage en pleine face quand ils arrivent. Là, on est sur l'arrière, donc c'est moins gênant. Les travaux seront achevés en octobre, si tout ne s'écroule pas avant. Ça, c'est
Là, à mon avis, si je mets mon pied sur le truc, elle bascule complètement, quoi. Et là, on voit en fait que les pierres de corniche ont été très dégradées et que déjà au 19e siècle, ça devait être dans un sale état, puisqu'ils ont recalé en fait avec. Là, c'est des bouts de tomate. Ouais. Une seule grosse pierre à changer coûte 1 000 €. Pour l'ensemble de la toiture, Lancelot en aura pour 300 000 € de sa poche. Mais il espère une subvention de l'État de 50 000 €. Non mais déjà ça passe mieux, puis après ça leur redonne du grain en fait, plutôt qu'elles aient le côté lisse. Pour en bénéficier, il doit se plier aux injonctions de l'architecte des monuments historiques. Non, peut-être un petit peu couleur un ocre. Ouais. Hein, un ocre jaune, peut-être un ocre rouge, j'en sais rien, un peu saumonné, pour que ça arrive moins en avant. Voilà. Mais c'est pas mal. Et André Drozd, spécialiste des châteaux de la Loire, est intraitable. On verra après. Allez, on grimpe. Allez, je suis. Moi, normalement, j'aurais dit que... J'ai pas regardé. C'est un peu votre défaut, ça, les joints. Hein, là, vous mettez des joints un peu trop forts. Hein, là, ils sont gros, ceux-là. Mais bon. Par contre, ce qui serait bien, c'est de virer tous les joints de Vassy. Monsieur Drozd, c'est quoi votre rôle quand vous venez ici? Savoir si les travaux sont réalisés dans les règles de l'art. Voilà. Et alors le problème, c'est que parfois sur les monuments, on a des entreprises qui ne sont pas complètement spécialisées. Donc il y a des petites finesses qu'il faut leur apprendre, notamment les joints qui sont un petit peu gros. L'inspecteur des travaux finis rendra son verdict d'ici fin octobre. Lancelot vit dans la partie privée du château. Quand il reçoit ses amis, c'est dans l'ancien salon de ses parents. Ah, ça, je m'en occuperai. Déco années 70, resté dans son jus. Toute son énergie, il la consacre à faire vivre son château. Lancelot se dégage un salaire de 1 000 € par mois. À 29 ans, il est toujours célibataire. Quand on est jeune châtelain, est-ce que ça aide pour séduire, pour draguer? Les questions sont piégeuses. Hein. Bah normalement oui. Non, honnêtement, oui, si j'avais le temps. Voilà. Et ce qui me rend profondément heureux au quotidien et aujourd'hui, c'est ça. Et je me dis tout simplement que le jour où je dois rencontrer quelqu'un, ça sera peut-être une évidence, en tout cas j'espère, et qu'elle acceptera de partager ma vie, ce qui est loin d'être évident. Ça va les gars ? Lancelot ne trouvera pas sa châtelaine à la fameuse soirée électro, bien trop occupé à gérer l'organisation. J'avais oublié de mettre une fermeture ici. Et du coup, en début de soirée, ça va, c'est pas gênant. Mais en deuxième partie de soirée, les gens aiment bien aller dans les petits coins sombres. Ah ouais. Et j'ai pas envie qu'ils aillent non plus fouiner partout. La soirée a lieu dans la cour d'honneur. Ambiance garden party. 5 DJ locaux vont se succéder sur la terrasse Louis XIII. Un verre de rosé, s'il vous plaît. Covid oblige, la jauge est limitée à 500 personnes. Prix d'entrée 14 €. Une chambre de blonde. Ok. Après, donc ça nous fait 5,50. Beaucoup de jeunes d'Orléans ont fait le déplacement. C'est à 30 minutes. La fête chez Lancelot remplace les boîtes de nuit, toujours fermées. DJ au top, franchement, ambiance 4, magnifique. Ambiance, c'est la fête. Puis de ma mère, c'est magnifique. Et on vous aime. Et après le confinement, c'est plaisir d'être dans un autre cadre qu'être dans une forêt maison. L'électro paye les tuiles, les ardoises pour être précis. Ce que je sais et ce qui est important, c'est mon cap, c'est mon programme de travaux, c'est mon travail avec mes artisans et je fais tout ça pour ça. Et tant pis si la pelouse en a pris un coup. Les 16 soirées électro de l'été ont rapporté 60 000 € à Lancelot, 30% de moins que l'an passé. Mais de quoi sauver un peu les meubles après le confinement. Loin des boum-boum de la fête, le temps suspendu. Perdu sur la Mayenne, l'un des affluents de la Loire, près d'Angers, le refuge secret de Michel, 72 ans, batelier.
Ça tangue pas trop? Non, bah c'est calme ici. Là. Michel possède l'une des dernières tout cabanées. Un bateau traditionnel à fond plat. Un bateau à tout faire. Il transportait poissons, sable, sel jusqu'à la fin du 19e siècle. Michel en a fait son petit nid sur l'eau pour les week-ends. On va voir le petit café. Alors là, il y a un lit qui se plie, qui fait canapé. 2 places? Alors 2 places, bien sûr, ça coule de source. Hein. Ici, les toilettes. J'ai ma copine qui vient de temps en temps, c'est agréable le matin. Hein. Mais souvent, je pars tout seul. Hein, je préfère être seul. Au moins, ça me permet de réfléchir un petit peu, puis d'être vraiment tranquille. Hein. Né sur les bords de Loire, à Angers, ce passionné du fleuve a eu 1000 vies. Il faut que je pousse parce que... Mécano-garagiste, guide-interprète en Laponie, pilote de bateau-mouche. Son plaisir depuis la retraite, voguer sur la Loire et ses dizaines de cours d'eau. Le grand amour de sa vie. Alors la Loire, je la compare à une femme. Imprévisible, chiante par moments, et qu'en fin de compte, on sait, des fois, on ne sait jamais comment la prendre. Des fois, elle est haute, des fois, elle est basse. On zigzague entre les bancs de sable. Et il y a un charme. C'est jamais la même chose. Ça, c'est la différence entre les rivières et ce fleuve, la Loire, qui est magique. Il y a 10 ans, Madame, surfant sur la vague du tourisme vert, Michel a monté avec sa fille Audrey un petit business de balade en gabar, un autre bateau traditionnel. Audrey, tu veux enlever le bout à l'avant sur le mât? Audrey, avant, était secrétaire dans une entreprise de housse de siège pour poids lourds. Moins sexy que de naviguer sur la Loire. Les cordages, ils sont dégagés. Après 3 semaines de formation, elle a passé son permis de pilote de gabar et s'est lancée dans l'aventure avec son père. Ok, donc bienvenue à tous à bord de la Bohème pour cette soirée. Donc on est parti de Bushman et on va aller maintenant jusqu'à Bébar en Loire. Je vais commencer par vous servir une petite coupe de crément et je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci. C'est régional, ça fait pas de mal. Ça pourrait faire un bon slogan. Oui, c'est clair, c'est pas mal. C'est bien trouvé. Ça fait du bien? Ouais, ça fait du bien. 10 clients à bord. Ils ont payé 45 € pour cet apéro. 2 heures de promenade jusqu'à la tombée de la nuit. Merci. On appelle comment? Attends, là, s'il faut pas. Il suffit jamais d'aller très loin pour trouver son petit côté de bonheur et de pouvoir décompresser en fait aussi. À la barre, Michel gère les sautes d'humeur de ce long fleuve pas si tranquille. Courant, banc de sable mouvant, à peine 20 cm de fond parfois, ne navigue pas qui veut sur la Loire. On va d'un bord à l'autre. Hein. Tout droit, non. Sur la Loire, on ne le fait jamais. Hein. Il faut zigzaguer, il faut savoir lire la Loire. Ouais, tous ceux qui naviguent sur la Loire, ils sont tous retrouvés bloqués sur un banc de sable. Et comment on s'en sort? Avec un râteau, on ratisse en dessous, on met une passerelle pour faire un courant qui va au nez du bateau, puis petit à petit, on tourne le bateau. Ouais, un jour, je suis resté bloqué 2 jours. Un fleuve qu'on dit sauvage, car il n'y a pas d'écluse, et très peu de barrages pour contrôler son niveau. Ce qui en fait son charme, unique en Europe. La Bohème, ça voulait dire on est heureux. Mais la Loire n'est pas majestueuse qu'en surface. Elle regorge aussi de trésors, blottis dans son lit sablonneux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que... Seuls les initiés savent les dénicher. Le chef 2 étoiles, Christophe Hay, a mis les poissons de la Loire à l'honneur sur sa carte. 2 fois par mois, ce natif de Vendôme part pêcher aux aurores.
Mais moi, c'est toute ma vie et toute mon enfance, la pêche. C'est quelque chose que j'ai pratiqué de façon assidue, puisque du coup, j'ai fait des concours de pêche quand j'étais jeune. Pêche à la ligne, donc j'ai été champion cadet de pêche au cou en Eure-et-Loire. Christophe rejoint Sylvain Arnoux. Salut les garçons. Son fournisseur officiel. L'un des 30 derniers pêcheurs professionnels sur le fleuve. Sylvain possède une concession longue de 20 km qu'il loue à l'État. Le bateau zigzague d'une rive à l'autre pour remonter ses 4 filets posés pendant la nuit. Il n'y a pas d'eau là. Combien d'eau là? Ah bah, il n'y a rien, regarde. Ça se compte en centimètres ici. Hein. Et ça, c'est un aspe. Un aspe. C'est un poisson qui est super intéressant, en fait, qui est méconnu, mais c'est une chair qui est vraiment très ferme. C'est un poisson carnassier. C'est un carnassier sans dents. Il n'a pas de dents, il gobe, lui. La chair, nous, je trouve qu'elle est similaire à la chair du brochet une fois cuite. Hein, ça fait vraiment une chair ferme, blanche, serrée comme ça. Aspe, mais aussi carpe, brème, barbeau, silure, mulet. Christophe en achète 10 tonnes par an pour 80 000 €. Des poissons d'eau douce qui n'ont pourtant pas bonne réputation. Oh, on a loupé un silure. Non, il est là. On entend toujours « Ah, les poissons de rivière, c'est dégueulasse. » Parce que ça a de l'arête. Attention. L'arête, c'est vrai que c'est un inconvénient. Mais je peux vous dire que les poissons d'eau douce, ils ont une finesse de chair que certains poissons de mer n'ont pas. Aujourd'hui, la Loire, on a un fleuve qui est libre. Et du coup, les poissons, ils évoluent, on le voit, hein, sur le sable et les galets. Donc on n'a pas du tout de poissons qui ont ce goût terreux ou vaseux. Ce matin-là, Christophe rêve d'attraper le poisson de son plat emblématique, la carpe à la Chambord. Tu l'as ou pas? On va déchirer le filet. Ah là là, elle a déjà passé la tête. Ah, c'est barré. C'est barré? Ouais. La carpe est maline et rebelle. Heureusement, Christophe en a d'autres en stock dans son restaurant. Ouvert en 2016 à Montlivaud, un village du Loir-et-Cher de 1300 âmes, l'établissement compte une brigade de 11 cuisiniers. Au menu, caviar de Sologne, mais aussi mulet de Loire fumé au tilleul, décoré de pastilles de radis. Des recettes du terroir qui ont valu au chef Christophe d'être doublement étoilé l'an dernier. Ils ne sont que 2 dans la région. Voilà la bête. La carpe, c'est vraiment un poisson qui est doux en fait. Là, c'est une miroir, donc on a quelques écailles sur le dos. Et tout le reste, c'est de la peau. Hein. Une belle bête de 8 kilos. Préparer une carpe n'est pas une mince affaire. La chair, elle est magnifique. Là. Christophe, fils de boucher, formé chez Paul Bocuse, a mis 5 mois à apprendre l'art de désarrêter les filets. On remonte là et on réincise. Voilà. Ça, c'est superbe. Hein. On a des reflets arc-en-ciel dessus. C'est très, très beau. Et là, on est en pleine chair, quoi. Voilà, donc là, on arrive dans la partie du dos où il y a le plus d'arêtes. Là, on entend. Hein, là, c'est que des arêtes. On pourrait limite faire des sacs à main avec. Hein. En cuir de carpe. La carpe à la Chambord existait probablement au temps de François Ier. Elle est toujours servie aujourd'hui, entière et farcie de champignons, d'écrevisses, de lard et de truffes. Chez Christophe, mêmes ingrédients. La truffe. Mais présentation revisitée. 57 € pour cette carpe de Loire, devenue glamour. On va à la 2. Le chef ajoute la touche finale, jusque dans la salle. Et on finit avec cette sauce au vin rouge de Cheverny. Profitez bien. Merci beaucoup. C'est une belle association, effectivement, terre-mer, entre la viande et puis... je n'ai pas encore goûté les crustacés, mais le vin rouge, c'est très bien. C'est un très beau travail et c'est bien de remettre en valeur le terroir d'antan, à travers ses produits, son histoire.
C'est un plat qui est juste magique, celui-ci. 265 € par personne tout de même, le menu dégustation. 9 plats, 20 compris. Mais sur les bords de Loire, au niveau culinaire, il y en a pour toutes les bourses et tous les goûts. Ah, ça fait du bien là. Florent et Thierry, 2 copains, et leurs enfants, s'offrent régulièrement une petite virée sur le fleuve. On a fait 20 km hier et une dizaine aujourd'hui. Ils ont organisé leur périple pour arriver à midi pile chez Jojo, l'une des dizaines de guinguettes installées en bord de Loire. Bonjour. Avec la calculatrice pour faire l'addition. Ah bah, fallait les premiers, soyez les bienvenus chez Jojo. Ces marins d'eau douce habitent à quelques kilomètres en aval. Ça va être super là. Ouais. Allez messieurs, c'est bien de la regarder, vous avez le droit d'y goûter, l'eau de la Loire. La guinguette est installée dans le lit du fleuve, à la merci de chaque crue. Le site, entièrement démontable, est régulièrement inondé. Du coup, moi, ce sera la salade angevine. Une salade angevine à la carte. L'établissement existe depuis 1959. Ah c'est nos bons... Ah bah, ça va bien moins marcher comme ça. Olivier Ducrot est le 3e propriétaire, gardien de l'esprit des lieux depuis 20 ans. Dans le plan Covid-19, on est obligé d'avoir la protection. C'est anti-pare-balles, tout. Elle tourne bien, votre brasserie? Je ne suis pas une brasserie, je suis une guinguette. La guinguette, c'est populaire, c'est de la convivialité, c'est... Bouteille de rosé Le Rochelle. C'est l'accordéon, c'est des gens qui chantent. C'est ça, la guinguette. Autour d'une bonne table, si tu arrives à avoir les trois, le site, la bonne table et la convivialité, avec la musique, bah, c'est le succès des guinguettes. En cuisine, la carte est simple. 8 plats et 2 fritures. Une andouillette, saumon et les saumons. Les encore. Il y aura du confit autour maintenant. Bavette, entrecôte, andouillette. Et ce qu'on voit le plus, c'est le cendre beurre blanc. C'est ça. Ça, c'est un classique aussi, ça. Ah, ça, c'est le grand classique du bord de Loire. Ça, c'est les anguilles sauvages de France. Ouais. 24 € pour les anguilles. Les bavettes sans sauce. Et 15 € pour la bavette. Ce midi, 110 couverts à servir en 1h30. La cantine, vaut mieux vous avoir en photo, je vous dis quand même. Vous faites votre choix, messieurs. Un petit apéritif. Jean-Yves et Kiki connaissent la carte presque par cœur. Et moi, je vais prendre un cendre au beurre de framboise. Alors, un cendre au beurre de framboise. Ces instituteurs des Côtes d'Armor n'envisagent pas de vacances d'été sans une halte chez Jojo. Ça fait combien d'années que vous venez ici? Oh, ça dirait quoi, plus de 10 ans? Ouais, ça doit faire ça, ouais. Mais une seule fois dans l'année. Et c'est toujours sur votre chemin ou vous êtes prêt à faire un petit détour? Ah non, on fait un détour. On fait un détour. On passe par la guinguette pour traverser la France. Ouais. Tu dirais quoi? Je passe 100-200 km exprès. Ouais, je dirais ça à peu près, ouais. C'est vraiment un endroit... je pense qu'on peut emmener n'importe qui ici. Je vois pas comment on peut être indifférent au charme de la guinguette, quoi. Moi, je resterais bien là, dans mon camion, camper 2-3 jours. Ça me dérangerait pas de rester là. Les petits poissons, la friture de Joël, c'était monsieur. Le cendre au beurre de framboise. Ouais, super. On va vous souhaiter un bon appétit. Merci. Il vous manque rien. Merci à vous. Non, c'est parfait. Allez. 15h30, fin du service de midi. Déjà le moment de s'attaquer à celui du soir. On est complet, monsieur, ce soir. Désolé, bon week-end. Au revoir. Olivier se lance à la recherche d'un renfort pour le service. Si on a une personne en plus, ce serait pas mal. On a l'habitude d'envoyer du lourd, mais c'est pour soulager l'équipe. Puis non, ton gars, tu l'as eu ou pas? Non, ouais, il est pas dispo, sinon je suis en train de chercher un deuxième. Dommage, ouais, parce qu'on est... ça va nous booster ce soir. Ouais. Bon, bah écoute... Ok, ça marche. Bon, bah c'est cool. Au bout de quelques coups de téléphone, Jessica, 42 ans, habituée des boulots d'appoint dans la vente ou la restauration, répond à l'appel. Je trouve les numéros de table. Donc je t'explique. On part de la table de 2 là-bas. C'est son premier extra ici. Les petites tables carrées, elles ont des lettres.
D'accord. Fais un tour, je veux que tu te repères. Ouais, ok. Ça marche. Merci la biche. Elle a 10 minutes à peine pour s'habituer au lieu. Mon Dieu. Eh ma chérie, allez, bienvenue chez Jojo. Ouais. Ce soir, la guinguette atteint sa capacité maximale, 150 couverts. En 20 minutes, le restaurant est complet. Putain, on est chauffé. Là, j'ai un coca, 3 sauvignons. 4 saucissons, olives, là, 105. Ça marche. Et toutes les commandes tombent en même temps. On y va, on y va. Exploser. Bah alors aujourd'hui, dis donc... j'ai pris 160 apéros, là. La cuisine a du mal à suivre. Moi, j'ai la A, 11 et 12, chef. La 21, chef. Alors, poussez un petit peu en salle, s'il vous plaît. Pour sa première soirée, Jessica ne commet aucun impair. Et pour faire patienter les clients, la guinguette va dégainer son arme secrète. 20 ans de thé dansant dans les doigts. Annie et son accordéon sont là chaque week-end et jours fériés. Un jukebox humain qui joue à la demande les standards du bal musette. En fait, on voulait demander Rihanna Umbrella, mais on n'a pas osé. Il faudrait peut-être qu'on essaye quand même. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on la chauffe un peu là, sur le sujet. Finalement, ils n'oseront pas. La saison touristique sera peut-être moins catastrophique que redoutée par les professionnels, grâce aux 40% de vacanciers français de plus que l'an dernier, qui ont pu découvrir les charmes des bords de Loire. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est une tradition à laquelle il ne déroge jamais. Passez une bonne nuit, en forme, les gars? Créer un menu inédit pour le réveillon du jour de l'an. Bon, hier soir, j'avais dit qu'on allait parler du 31. Là, on fait le tasting aujourd'hui. Hein. Gilles Goujon est 3 étoiles Michelin et meilleur ouvrier de France. À 15 jours de l'événement, voici ce qu'il a prévu. Donc l'idée de l'huître qu'on avait parlé, c'est l'huître fumée avec la perle. Là, hein. Ouais. À l'intérieur, on va faire un petit tartare. Comme dans la haute couture, tout commence par des dessins. Ces plats seront ensuite essayés, goûtés et ajustés. De jus de citron et puis d'écorce de citron, huile de noisette, ouais, et puis l'huître hachée. Et après, pour cette soirée particulière, l'assiette doit être un spectacle. Et puis notre perle par-dessus. Et donc je la ferai péter en salle avec le petit marteau qu'on a là. Hein. Donc ils casseront, tac. Et t'as la fumée qui va sortir. Ce jour-là, il faut que ça soit magique avec des produits, j'allais dire, d'exception. Des choses qui fassent plaisir, qui soient, j'allais dire, pas exceptionnelles, ça paraît prétentieux, mais que le produit, en tout cas, le soit. Et que nous, on fasse une mise en scène pour un souvenir, quoi. On fait comme si le menu de la Saint-Sylvestre de Gilles Goujon est facturé 300 € par personne, vin non compris. Il ne sera jamais resservi. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, chef. Bon, chacun prend ses équipiers, puis on se met là-dessus, puisqu'on en profite aujourd'hui pour avancer. Hein. Voilà. Allez, il faut que dans 3-4 heures, on soit à peu près correct pour faire le testing. Tous les produits que le chef Goujon utilise sont issus de son terroir, le Languedoc-Roussillon. L'huître de son amuse-bouche a grandi ici, dans les eaux de l'étang de Thau. Sur les 10 hectares de cette lagune, on produit 10 millions d'huîtres. Comme il n'y a pas de marée en Méditerranée, les huîtres ici sont souvent de petit calibre. Mais pas celles destinées à Gilles Goujon. Florent Tarbourièche, son producteur exclusif, a eu une idée révolutionnaire pour améliorer leur chair. Créer une marée artificielle. Grâce à un système de poulies, les huîtres sortent de l'eau chaque jour à des heures précises. Allez, on se dépêche, là, le vent se lève, là, allez. Ça se lève, là, donc là, on va voir sur la table les 12 moteurs, donc du moteur 1 au moteur 12. C'est avec un simple téléphone portable que l'on dirige tout le parc à huîtres. Avec ce va-et-vient dans l'eau, il faut 4 ans pour élever ces huîtres. 4 fois plus longtemps que pour des huîtres de Méditerranée ordinaire. Ça les oblige à faire des réserves, à faire de la résistance, à faire du muscle. Et du coup, on se retrouve au final, au bout de 4 ans,
avec des huîtres qui ont des caractéristiques de chair et de muscles, comme ça. Voilà. On a des huîtres qui sont très charnues, on les voit bien ici, hein, avec un gros muscle. Et c'est dans ce muscle qu'on retrouve tous les sucres et dans cette chair-là qui est très épaisse qu'on arrive à repérer toutes les saveurs quoi, et les textures aussi. Quoi. Grâce à cette invention que Florent a brevetée, il exporte ses huîtres dans une vingtaine de pays. Elles sont vendues 6 € l'unité, 30% plus cher que les huîtres haut de gamme de Bretagne ou de la côte atlantique. Celles destinées à Gilles Goujon ont en plus droit à un traitement de faveur, une maturation prolongée. Là, on est sur un endroit un petit peu exceptionnel. C'est là où on stocke nos huîtres pour Goujon. C'est-à-dire, pour nous, les Goujons, c'est les huîtres les plus adultes, les plus qu'on laisse pendant 7 ou 8 ans. Au final, la durée d'élevage qui est très longue, finalement, ce sont des bijoux qu'on arrive à confectionner par des méthodes, par des process qui sont chaque fois différents. Ce sont des bijoux, finalement. Des bijoux que Gilles Goujon manipule avec délicatesse dans sa cuisine. Ce qu'il faut éviter, c'est de taper dans l'huître. Et oui, parce que si on met un coup de couteau dedans, l'huître, elle se rétracte. Et après, on a une huître, voilà, là, elle est magnifique. Elle a l'impression, elle est restée dans sa coquille, elle n'a pas souffert, elle est magnifique, là. Après avoir été fumée au bois de hêtre, l'huître est préparée en tartare avec de la ciboulette, de l'huile de noisette du Piémont et de la crème fraîche. Et là, on commence à avoir des effluves là, de citron, de noisettes, d'iode. Alors bien sûr, c'est froid, donc quand c'est froid, on n'a pas des grandes remontées. Mais là, déjà, moi, je sens la Méditerranée, là. Une perle en sucre est ensuite remplie de fumée de bois de hêtre, puis déposée dans la coquille nacrée de l'huître. Allez-y, enlevez dès qu'il y a la perle, parce qu'il faut y aller vite après. Il faut que la fumée reste dedans, qu'il puisse percer. Pour la première fois, Gilles Goujon teste cette recette avec son équipe et donne les indications pour le service. Alors, en fait, là, tu annonces l'huître et tu demandes... Vas-y. De prendre le petit marteau en main et donc de donner un coup léger sur la perle. Délicatement. Voilà, délicatement, et de sentir juste après, justement... Allez, je regarde, là, on y va. Allez-y. Je fais en premier pour voir s'il y a la fumée qui sort. Ouais. Et donc après, il faut dire... Voilà, donc je leur demande de sentir, de se rapprocher un petit peu. Très bien. On demande de goûter la perle aussi avec. Autour de la table, le maître d'hôtel, le chef de cuisine, le sommelier. Dégustation en silence et verdict. Acidité, il y en a assez. Moi, je pensais peut-être mettre une pointe de jus de citron de plus là-dedans, non? Oui, non? Ouais. Le plat suivant sera une coquille Saint-Jacques, juste snackée, servie avec une crème de topinambour et de la truffe noire. Ce qu'on fait, Vincent, c'est comme si on avait une Saint-Jacques. Oui. La coquille qui est là. Plus que les saveurs, c'est la présentation que Gilles Goujon veut tester. Et surtout, le bouillon va avoir ce côté un peu magique. Regarde bien ce qui va se passer. La petite peinture s'en va, donc tu te retrouves avec une Saint-Jacques toute blanche. D'accord ? Bien. Donc ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, la Saint-Jacques va disparaître. Wow, c'est magique. La composition de cette fausse coquille est un secret que le chef n'a pas voulu dévoiler. Comme une crème, il va prendre tout ça, il remue bien avec sa crème, il fait fondre la crème de corail. Et voilà, et il se retrouve avec une soupe à la truffe. Très bien. Les truffes du chef Goujon se trouvent à 10 km du restaurant, entre les vignes et les montagnes des Corbières. C'est bon pour les chiens, c'est humide, hein. Ils sentent mieux la truffe, il y a plus de gaz qui se dégage de la terre. William Sory, pour la première fois cette saison, part chasser la truffe. Depuis 15 ans, ce maraîcher la vend exclusivement au chef Goujon. Il nous emmène dans un lieu qu'il garde secret, dans cette forêt de chênes, l'une des rares espèces d'arbres qui permet à la truffe de se développer. Fermez la clé? Ouais. Ah, on ferme la clé, la porte. Pourquoi? Ah, pour pas que n'importe qui rentre, pour les intrus. Puis c'est quand même, même si c'est une plantation, ça reste quand même un secret, quoi. Moustique, doucement. Pour les fêtes, William doit fournir à Gilles Goujon 5 kilos de truffes noires. La Mélanosporum, la reine des truffes, vendue jusqu'à 1 500 € le kilo. Il y en a par là aussi. Hop. Ah, moustique, porte là, c'est bien. Oh, moustique, elle est belle celle-là. Oh, bon début.
Bon début. Ouais. Ça, c'est une truffe qui fait 120 grammes quand même. C'est une belle truffe. Pour les caver, les déterrer, William peut compter sur un spécialiste, son chien Moustique. Il l'a formé quand il était encore chiot, en frottant de la truffe sur les mamelles de sa mère. Ah oui, il peut les sentir à 50, 100 mètres, voire plus. Quand le tramontane lui porte dans le nez, il peut les sentir très loin. Hop, il a eu un coup de nez, on dirait. Un expert comme Moustique peut valoir jusqu'à 3 000 €. À cette période de l'année, toutes les truffes ne sont pas encore arrivées à maturité. C'est bien, Moustique, là. Tiens, tiens. Mais regardez, quand on la coupe, vous voyez, elle est vraiment pas colorée. On peut la manger, mais elle a beaucoup moins de valeur qu'une truffe noire comme on a trouvé tout à l'heure, quoi. Vous voyez la différence? Il y en a une qui est arrivée à maturité et l'autre qui n'est pas arrivée encore. Gilles Goujon n'utilise que les plus noirs. Sur les 800 grammes cavés ce matin, il n'en prendra que 200. Si le cuisinier veut les meilleures truffes, c'est pour sublimer son plat principal. Au pied de la montagne de Bugarache, il n'y a pas grand monde pour troubler la tranquillité des chapons de Jeannot. Ces poulets castrés sont élevés pendant 6 mois au grand air, à gratter la terre et à se faire de la bonne chair. T'as comme la peau est fine, touche, tu vois. T'as une peau qui est magnifique, c'est sublime. On dirait de la soie. Jean Prior tient un restaurant. Mais chaque année, pour son ami Gilles Goujon, il renoue avec son ancien métier, celui d'éleveur, et prépare exclusivement pour lui 20 chapons. Je ferai pas ça pour quelqu'un d'autre, quoi. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je le fais que pour lui parce que j'ai en face de moi, j'ai un artiste. Et quand on a un artiste qui sait sublimer les choses que tu fais, c'est vrai que c'est tellement un plaisir qu'on est obligé de le faire pour lui, quoi. Le dernier mois de leur vie, les chapons le passent enfermé pour engraisser. Eux aussi ont le droit à un menu 3 étoiles. Donc, je mets, c'est du maïs concassé, et je le mets à tremper dans du lait, et je le mets à cuire dans du lait. Une polenta pour chapons exigeants, qui ne mangent que dans le calme. Mais c'est vrai qu'on ne laisserait pas rentrer un enfant ou un truc comme ça dedans. Parce qu'il ne faut pas qu'il se stresse, toujours. Il faut toujours qu'il soit calme pour pouvoir justement s'engraisser et avoir la chair la plus fine possible. Allez, venez manger, qu'après on ira chez tonton Gilles. Chez tonton Gilles, le chapon a cuit dans un four à braise après avoir été contisé. C'est-à-dire que le chef a glissé sous sa peau de la truffe. Voilà, donc on l'a fait aller plusieurs fois dans le four, sortie, allez, là elle sort, elle est croustillante. On voit bien la truffe, elle est bien dorée. Là, ce qui est noir, c'est pas brûlé, c'est la truffe qu'on voit à travers la peau qui sort. Voilà un beau chapon. Et là, on sent tout ce qu'on a là. On entend la musique de la cuisine, le bruit de la cuisine. La cuisine, ça chante. Pour accompagner la volaille, alors on les glace, on les termine comme ça. Ces pommes de terre en forme de sabot. Le chef se charge en personne de la découpe du chapon. Attention, il faut quelqu'un avec moi qui me tient juste la petite... C'est lui aussi qui imagine le dressage. Qu'est-ce qui est difficile là, chef? Là, c'est de rentrer, ce que je suis en train de faire. De rentrer le chapon dans sa cage. Le suprême de chapon sera servi avec un jus de truffe. C'est pas tout à fait ce que j'aimerais. On a des choses qui sont... Ça s'entrechoque un peu, là. On a le sabot qui cache un peu la vue du chapon. Peut-être même l'assiette. Il faut qu'on revoie le dressage. Le dessert imaginé par le chef, c'est cette boîte en chocolat remplie de petits cadeaux gourmands, accompagnée d'un sorbet agrumes, poché dans une clémentine en sucre soufflé. Vas-y. Voilà, beau sorbet mandarine. Vas-y, c'est bon. Voilà. Anthony, viens voir là. Il ne manque plus que la touche finale. Voilà. Ouais, c'est vachement important, hein. Regarde, alors, reviens un peu à peine un millimètre vers moi. Bouge pas. Voilà. Il vient d'enlever ça. Tac. Il défait le cadeau, en fait, si tu veux. D'accord. C'est ça le jeu que je veux. Et le client peut manger. Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à rajouter là, au dernier moment, un petit truc là? Un petit jus de mandarine, c'est pas mal ça, hein? Pour le repas du 31 décembre, les 60 couverts du restaurant de Gilles Goujon
sont réservés depuis 3 mois. Alors, à ce repas et à la bonne année. À l'Ankelen, comme on dit ici. Julie s'apprête à initier une poignée de clients à l'un des mets les plus chers au monde. Donc, le primeur. Et voici... Ça brille. Allez, on déguste. Julie est une ancienne œnologue. Il y a 3 ans, elle a découvert le caviar et elle en a fait son métier. Vous mettez en fait la cuillère dans la bouche et vous pressez les œufs contre le palais et vous laissez éclater les œufs. Pour 45 €, elle apprend aux néophytes que le caviar se déguste comme un grand vin. C'est différent. Tangue et roule. Eh bien, c'est parfait. Ça veut dire que le caviar est bon. Ça veut dire qu'il remplit au moins sa fonction de fermeté. Tout à fait. On dit souvent d'un caviar, ça roule, on fait rouler les billes sous le palais. J'avais l'impression que j'allais manger quelque chose de très salé. Et là, en fait, ce qui m'est apparu, c'est vraiment une texture d'abord. C'est-à-dire que j'avais vraiment la sensation de manger du beurre avec voilà, des parfums un petit peu particuliers. Mais il y avait quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Le plaisir est immédiat. Reste la question qui revient sans cesse quand on parle de caviar, son prix. Pour une boîte de 50 grammes, il faut compter combien à peu près pour les 3 sélections? À peu près entre 90, 90 minimum, 120 € pour une petite boîte de 50 grammes. 50 grammes, c'est 7 boîtes, environ 5 cuillères, soit 1 700 € le kilo. Il est plus gris, commence un petit peu. Un autre cliché colle au grain noir, ses origines étrangères. Sauf qu'ici à Bordeaux, le caviar n'est ni russe ni iranien, mais aquitain. C'est le pari un peu fou d'éleveurs des bords de la Gironde. Pendant des décennies, ces grands bassins d'eau douce ont accueilli des truites et des carpes. Mais l'élevage était peu rentable. Elles ont été remplacées par l'Acipenser berry. Une espèce d'esturgeon qui a très peu changé depuis la préhistoire. Un drôle de poisson moustachu au nez pointu, dont les œufs sont la matière première du caviar. Ils sont beaux, hein? Celles-là sont bien gonflées. Ouais, ils sont bien gonflés. Philippe Benoît dirige l'exploitation. Les premières années, il a tâtonné pour récolter les œufs à maturité. Tout a changé quand il a eu l'idée d'utiliser un appareil bien connu des futures mamans, l'échographe. Les poissons sont préalablement endormis dans cette cuve avec du gaz carbonique. Comme je vois que le ventre du poisson est plein d'œufs, je vais faire un prélèvement d'œufs. Lorsque les œufs sont assez nombreux, Philippe fait une biopsie. Je regarde à peu près avec 5 œufs la taille que j'ai. Donc là, ça va être du 30, donc du beau caviar. Après, je fais rouler entre mes doigts pour voir la fermeté. Et enfin, je goûte. Bon goût, bonne taille, poisson et caviar. Une femelle met 7 à 8 ans avant de produire des œufs. On voit que ce poisson-là, il n'est pas prêt. D'abord, son ventre est tout plat. Et avec l'échographe, on vérifie qu'effectivement, il y a des œufs, mais qui sont tout petits. Il va falloir qu'on attende 2 ans pour faire production de caviar avec ce poisson. Cet esturgeon vient de gagner un sursis. Les autres, eux, vont mourir pour livrer leur trésor. Si on ne sait pas où les mettre. C'est dans ce petit laboratoire qui ne paye pas de mine qu'est produit 8% du caviar mondial. Tout commence par l'abattage. Les esturgeons sont tués d'un coup sur la tête avant d'être ouverts pour savoir exactement ce qu'ils ont dans le ventre. Ouais, donc on voit bien les œufs, ils sont pas mal, hein. Ils sont de bonne taille. Ouais, c'est bon, on peut enlever. Les œufs sont contenus dans une poche, la rogue. Elle peut peser jusqu'à 1 kg, soit 10% du poids du poisson. Mais chaque grain compte. Je vérifie bien qu'il n'y en a plus. Les œufs de différents poissons sont triés en fonction de leur taille et de leur couleur, du mort doré au gris anthracite, pour obtenir des lots homogènes. Tout se fait à la main
Ensuite vient l'étape du tamis. La fermeté des œufs est un gage de qualité. À ce stade, il manque un ingrédient tout simple, le sel. Là, je vais faire du caviar, oui, tout à fait. On a des œufs, on a du sel, mais on n'a pas encore de caviar. Le caviar, il va apparaître d'ici quelques minutes, tout à fait. Il a fallu 10 ans de pratique à Jean-Baptiste pour maîtriser le brassage. On a quelques indices, que ce soit visuels, tactiles, ce qu'on sent au bout des doigts, même sonore, le bruit que font les œufs en roulant entre eux, qui nous indique que c'est bon, on a un produit de qualité. Dans cette bassine, il y en a pour 10 000 €. Mal brassés, les œufs s'abîment et le caviar est ruiné. Pendant quelques mois, les perles noires continuent à s'affiner. Dans ces boîtes hermétiques, placées dans une chambre froide aux allures de coffre-fort, seul Jean-Baptiste en a l'accès. Cette zone-là, c'est un peu Fornox. Il y a à peu près tout ce qui peut exister comme système de détection. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a beaucoup de sécurité sur ce frigo. Là, il y en a pour quelques millions d'euros. 60% de cette production partira à l'étranger. Le reste sera vendu en épicerie fine et pour les moins prestigieux, dans les rayons de supermarché. En 10 ans, cet élevage est devenu premier producteur de France. Mais en Aquitaine, l'histoire du caviar est beaucoup plus ancienne. Depuis toujours, les pêcheurs de l'estuaire de la Gironde capturent le sturio, un esturgeon sauvage qui remonte le fleuve chaque printemps. Un gros poisson qui pouvait atteindre 3 mètres et peser jusqu'à 500 kilos. Mais à l'époque, les pêcheurs ignorent qu'ils ont de l'or entre les mains. Les œufs, ils les donnent à manger aux canards jusqu'à un dimanche matin, devenu légendaire dans les années 20. Je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. René Val, 94 ans, adore raconter cette histoire. Il n'est plus très sûr de la date, mais il est formel sur le lieu. Là, voilà où ça s'est passé. Tout d'un coup, il passe ici une dame, là, et elle dit « Qu'est-ce que vous regardez, là, messieurs, dames ?» Eh bien, nous sommes en train de regarder un poisson, là, que nous avons besoin. Le marin, il attrape son grand couteau, l'esturgeon était là, il le fend, il attrape les œufs, il traverse la route, là, et hop, il jette ça de l'autre côté. Mais elle dit, monsieur, c'est un crime que vous commettez. Et c'est là qu'elle a dit qu'elle était une princesse russe et que c'est avec ça qu'on faisait le caviar. Ah! La princesse russe, une Romanov d'après la légende, leur aurait livré la recette. Dans leur cuisine, tous les pêcheurs, aidés de leurs épouses, se mettent à fabriquer le précieux caviar. Les enfants le mangent sur des tartines pour le goûter. Il est racheté à prix d'or 5 500 francs le kilo par de grandes maisons gastronomiques parisiennes. Le village gagne en notoriété. À l'auberge du commerce, les stars de l'époque défilent. Daniel Darieux, Jean Gabin déguste le caviar à la louche. C'est le poisson aux œufs d'or, on en pêche beaucoup, beaucoup trop. Yvan Robert, surnommé Capitaine, a connu ses heures glorieuses. Alors, cette maison m'appartenait. C'était là, c'était cette maison que j'ai achetée donc avec le caviar en 1957, quand je me suis marié. Parce que vous aviez fait une bonne pêche? Oui, très belle pêche. 22 femelles, 146 kilos de caviar. Ça vous a permis d'acheter la maison? Voilà. On saignait le poisson dans ce caniveau, là, vous voyez. Et le caviar se faisait dans ce baraquement. Et là, j'ai défilé les machins comme ça, vous voyez. Son dernier esturgeon, Capitaine l'a pêché en 1976. Depuis, ses outils prennent la poussière. Là, vous voyez, voilà les cribes à caviar. Et ça, vous voyez, c'est la petite charrette que ma grand-mère vendait le poisson. On était pauvres, hein. Puis le caviar qui nous a sortis de la misère, à vrai dire. Mais les pêcheurs trop gourmands abusent de l'esturgeon sauvage. Dans l'estuaire de la Gironde, plus aucune trace de sturio depuis 30 ans. Il ne reste que 2 ou 3 spécimens soigneusement conservés en bassin par des scientifiques. Tout le caviar d'Aquitaine provient désormais des poissons d'élevage. Ce qui ne l'a pas empêché de faire son entrée dans les plus grands restaurants.
Cette mise en bouche, ça s'est réclamé là. Alors, on y va les kikis, là, on enquille, hein, on y va. Merci. Philippe Etchevest, chef 2 étoiles à Saint-Émilion, l'a mis à la carte. Natif de la région, il aime faire découvrir le caviar local à sa clientèle. Aurélien, t'es parti sur quoi, toi, les découvertes groupe? Caviar en déguste, hein. Son menu dégustation à 100 € change tous les jours, mais il y a une constante, le caviar. Philippe Etchevest ose d'étranges unions, comme ici avec un spaghetti et une mousse de Saint-Jacques. Le caviar, je vais le mettre juste au milieu. L'idée, c'est d'avoir un cœur caviar, un plat vraiment tout en surprise. En fait, quand on le coupe, on découvre le caviar à l'intérieur. Il y a vraiment un joli noyau de caviar. Donne-moi une boîte. Au cœur de son enrubanné, 15 grammes de caviar d'Aquitaine, environ 20 €. Philippe Etchevest cuisine aussi l'esturgeon, réputé pour sa chair tendre et ferme. C'était le poisson préféré des rois de France. Prends verre, on passe. C'est un poisson qui a été un peu délaissé, que les gens n'aiment pas spécialement parce qu'il y a des a priori. Et aujourd'hui, la technique en tout cas et la production du caviar et l'élevage du poisson est tellement bien maîtrisée qu'on a une chair et une qualité de poisson qui est exceptionnelle. Allez, on y va? Allez, vas-y, go. En salle, même si l'enrubanné de Saint-Jacques au cœur de caviar est devenu un plat de référence, il garde sa part de mystère. Ce que je trouve vraiment très agréable, c'est d'avoir la surprise du caviar au milieu d'un plat, plutôt que de le voir arriver en fait. Donc là, on a la surprise de le voir à l'intérieur. Le caviar d'Aquitaine a trouvé sa place entre les grands crus classés et la fine cuisine de Saint-Émilion. Aujourd'hui, il aimerait rivaliser avec les meilleurs caviars étrangers. Nous sommes dans le laboratoire d'Armen Petrosian, 2000 m² en plein cœur de Paris. Un lieu sécurisé, tenu secret. Car Armen Petrosian sélectionne ici les meilleurs caviars du monde avant de les commercialiser. C'est son père et son oncle qui, après avoir fui la Russie, ont importé les premiers caviars dans le Paris des années 20. Armen a goûté ses premiers œufs à l'âge de 6 mois. Aujourd'hui, il distingue au nez et en quelques secondes un bon caviar d'un mauvais. Celui-là, il a une pointe d'acidité. Voilà, celui-là, on va l'éliminer. Éliminer, ça veut dire quoi? Éliminer, c'est-à-dire qu'en fait, on va le mettre de côté. Ils ne vont pas aller dans la sélection du haut de gamme. Et ça ne va pas être vendu sous la même marque. Non, on ne les jette pas, rassurez-vous. Depuis une dizaine d'années, il a fait entrer le caviar d'Aquitaine dans son laboratoire. C'est l'un des moins chers, 2000 € le kilo, contre 15 000 € pour certains belugas russes. La qualité du caviar français, elle s'est considérablement améliorée dans le temps. Maintenant, il y a beaucoup d'améliorations qu'on peut encore faire. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas au bout du processus. Mais aussi, on est très jeune dans ce métier en France. Donc, par rapport à l'ancienneté des autres élevages ou l'ancienneté en général du produit. Donc, il faut apprendre, il faut être modeste et attendre aussi que les choses évoluent. Le caviar d'Aquitaine ne se hisse pas encore au rang de ses cousins russes ou iraniens. Mais il pourrait devenir le prochain joyau de la gastronomie française.